bien dans son job. Alors là, le thème est bien nommé puisqu'on parle de l'épuisement professionnel. Vous l'aurez compris, on sort à peine d'une crise Covid, on en est à peine sorti, que déjà les salariés sont en situation d'épuisement. Amandine Ruas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes coach professionnel certifié, fondatrice de Be Your Best Self. Je l'ai dit en 2 temps, c'est plus facile à dire pour moi. Vous étiez spécialisé dans l'accompagnement, la reconversion, l'épanouissement pro. J'ai l'impression que vous avez un tout petit peu réaiguillé vos axes d'intervention parce qu'en fait, vous vous retrouvez, si j'ai bien compris, avec aujourd'hui un public en situation de quoi ? De détresse, d'épuisement, c'est cela ? Oui. Alors, j'accompagne toujours les reconversions professionnelles, mais c'est vrai que la demande a beaucoup évolué, et notamment depuis la crise Covid, où beaucoup de personnes se sont retrouvées finalement à avoir beaucoup de mal à mettre des barrières entre la vie pro, la vie perso, et notamment avec le télétravail qui a beaucoup accéléré cette difficulté à trouver le juste équilibre. Il y a ça, et puis il y a aussi, même en dehors du télétravail, tout simplement le fait que la reprise, elle est un petit peu partie sur les chapeaux de roue dans plein d'entreprises qui ont voulu rattraper un peu le manque à gagner de la période confinement. Et on a beaucoup de salariés qui se trouvent épuisés avec un rythme qui joue complètement sur leur santé. Vous avez donc changé peut-être votre méthodologie, parce que comment ça se passe lorsqu'on accueille quelqu'un ? Alors soit elle vient vous voir ou il vient vous voir en direct, soit l'entreprise vous dit on a d'énormes besoins de collaborateurs épuisés. Comment ça marche ? Comment vous fonctionnez ? Il y a d'abord une période, j'imagine, d'écoute, il faut que la personne vous raconte, et puis ensuite il y a la partie d'accompagnement. Qu'est-ce qu'elles vous racontent, toutes ces personnes ? Oui, en effet, avant qu'on en vienne aux actions concrètes de qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la personne à mieux rééquilibrer sa vie, à dire non, à mettre des limites, il y a évidemment un temps d'écoute qui est nécessaire, parce qu'il y a un temps de reconstruction en fait qui est nécessaire. Quand les personnes notamment sont sur le bord du burn-out ou ont connu le burn-out, elles ont d'abord besoin d'exprimer leur souffrance, que leur souffrance soit accueillie par une oreille attentive, mais aussi qu'on les aide à accepter leur souffrance professionnelle. Parce que j'ai beaucoup de personnes, finalement, qui culpabilisent d'avoir l'impression de ne pas être à la hauteur. Oui, c'est ça. Les gens méticuleux disent, en fait, je ne suis pas capable de répondre à la demande de ma hiérarchie. Donc, on se sent coupable au départ, j'imagine. Tout à fait. En fait, très souvent, les personnes sujettes au burn-out, c'est des personnes très perfectionnistes ou ce qu'on appelle des people pleasers, c'est-à-dire des personnes qui veulent bien faire, qui veulent plaire à leur manager, à leurs collègues, ou alors qui ont une identité professionnelle très marquée et donc qui indexent un petit peu leur identité sur leur travail. Et du coup, elles se mettent parfois elles-mêmes, il faut le dire, cette pression. Alors évidemment, il y a la charge de travail, mais il y a aussi la capacité à la mettre à distance. Et pour ces personnes-là, bah oui, très vite, on se retrouve coupable en fait de ne pas avoir réussi à tenir le coup. Oui, il y a une sorte de culpabilisation, puis j'imagine qu'il y a aussi le rapport au manager, parce que comme tout s'est accéléré, qu'il y a eu une sorte d'angoisse des entreprises, elles ressentent aussi, ou ils ressentent, c'est quoi la proportion d'ailleurs des personnes ? C'est plus des femmes, c'est plus des hommes ? Alors, c'est intéressant, c'est plus des femmes qui viennent me voir en coaching. Je dirais que c'est 80% de femmes. Grande majorité, donc. Mais je ne pense pas que ce soit lié au fait qu'il y ait plus de femmes qui soient en souffrance professionnelle. Je pense que les femmes ont plus de facilité peut-être à aller demander de l'aide par rapport à ça. Je pense que c'est plus difficile pour un homme. On va parler de votre accompagnement, mais ça se manifeste comment ? Alors, on a compris que c'était des gens qui frôlaient le burn-out, mais d'un point de vue concret, lorsqu'elles tirent la sonnette d'alarme et qu'elles poussent votre porte, elles ont eu quoi comme symptômes ? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie personnelle et professionnelle pour qu'elles se disent, là, j'ai pas le choix, il faut que j'aille voir un coach ? Ouais. On a à la fois des symptômes qui sont physiques, des symptômes qui sont émotionnels, des symptômes qui sont comportementaux. D'un point de vue physique, typiquement, on a le sentiment d'épuisement permanent, mais avec en plus de ça des difficultés à dormir très souvent, des insomnies ou des réveils au milieu de la nuit ou des difficultés à s'endormir le soir parce qu'en fait le cerveau cogite trop. Donc on a à la fois fatigue et en même temps difficulté à dormir. Ça c'est sur le plan physique. Après sur le plan émotionnel, on a très souvent une vraie irritabilité. Les personnes qui ont l'impression d'être à fleur de peau, soit qui vont se mettre en colère très vite, soit qui vont même parfois se mettre à pleurer au travail, ça arrive très souvent. Et des fois, c'est là d'ailleurs où les personnes disent « je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas moi ». Dans la crise de larmes, on se dit là, il y a un souci. Exactement. Et ça ne me ressemble pas parce que je ne suis pas comme ça d'habitude. Exactement. Je ne me ressemble pas et donc ça m'inquiète. Et puis après, d'un point de vue comportemental, on peut aussi avoir une tendance parfois à s'isoler, à moins sortir, à laisser sa vie personnelle de côté, parce qu'en fait, on est tellement fatigué que on n'a plus d'énergie pour faire les choses qui nous font du bien et qui justement
nous aiderait à sortir de l'épuisement professionnel. Mais il vous faut combien de temps, vous, Amandine, lorsque vous avez un patient, vous n'êtes pas psychologue, mais on peut considérer finalement ces gens aussi comme des patients ou des participants, combien de temps il vous faut, entre guillemets, pour les remettre sur les rails? C'est variable pour chaque personne, j'imagine? Oui, c'est une vraie question parce que très souvent, pour les gens, ça ne va pas assez vite. Il y a cette impression de se dire, OK, j'ai juste eu un coup de fatigue, maintenant, et ça repart. Voilà, je prends 2 semaines et puis ça repart. Et vous leur dites, non. Quand on a épuisé profondément dans ses réserves, quand on s'est épuisé physiquement et émotionnellement, en fait, le temps de reconstruction est beaucoup plus long. Donc ça veut dire que vous leur conseillez quoi? Le temps d'un arrêt maladie? Parce que parfois, il faut aussi s'arrêter, il faut aussi prendre le temps de souffler, j'imagine, non? Alors, soit ça passe par un arrêt maladie quand l'épuisement est beaucoup trop avancé et qu'en fait, on ne peut passer que par ça pour reconstituer ses ressources. Soit ça passe par véritablement être capable de faire un virage à 180 degrés dans son approche du travail et de dire « Ok, je partais à 20 heures, non, là, je suis en phase d'épuisement. Il faut que j'accepte que pendant peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, ce sera 17 heures. » Enfin, il faut que j'accepte, il faut que les managers acceptent aussi. Ouais, parce que les managers, parlons-en tout de suite, se sont habitués au profil d'un collaborateur qui part à 19h30, 20h, 21h. Globalement, c'était rentré dans les mœurs. C'est tout d'un coup, quand la personne dit « je suis à bout et je ne peux plus », c'est là où ça bloque, non? Oui, très souvent, en plus, quand le collaborateur est performant, le management est mal habitué. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est la norme, que ces 12 heures de travail non-stop, que ces journées sans pause, elles sont normales et que la personne, elle est censée pouvoir les encaisser. Donc c'est oui, à la fois que le management l'accepte, mais aussi que la personne accepte face à un management parfois difficile de s'affirmer. De dire non, de mettre des limites. Et est-ce que vous allez jusqu'à, Amandine, une fois que vous avez commencé à cheminer, c'est quoi? C'est 2 mois, 3 mois? C'est quoi votre durée Oui, ça peut aller entre... Le minimum sur un épuisement professionnel, c'est 3 mois. On ne va pas se mentir, il y a vraiment un temps de reconstruction qui nécessite un accompagnement... hebdomadaire sur 3 mois? Ouais. Hebdomadaire? Toutes les 2 semaines en général. Toutes les 2 semaines, d'accord. Ouais, toutes les 2 semaines. Ça permet à la personne d'avoir le temps de digérer un petit peu ce qu'on fait en séance, même si je reste joignable entre les séances pour qu'on puisse échanger et que la personne a, entre guillemets, des pistes d'exploration, des pistes de réflexion que je lui donne entre les séances. Mettre en pratique, évidemment, les séances de coaching. Et est-ce que vous allez même jusqu'à, entre guillemets, parce que j'imagine que certaines personnes, se mettant à nu, se disent, mais finalement, je suis arrivé au bout de ma route professionnelle, c'est plus ça que je veux faire. Le Covid a révélé ce type de situation où on se dit, bon, est-ce que vous les aidez ou comment ça se passe, ça, quand vous êtes à ce moment-là de l'échange? Oui. Alors, en fait, déjà, si la personne est encore en phase d'épuisement, jamais je lui dirais à ce moment-là, OK, on construit la suite. C'est pas le moment, il faut d'abord reconstituer ses ressources. Bien sûr. Et réapprendre à trouver son équilibre et sa confiance en soi, parce que la confiance en soi aussi est impactée. Mais par contre, en effet, une fois que la personne a fait ce chemin-là, si elle se rend compte qu'elle ne souhaite pas revenir dans son environnement professionnel, et c'est souvent le cas parce que parfois c'est presque traumatique en fait, revenir dans cet environnement, c'est la replonger dans ses angoisses. Exactement. Et dans ces cas-là, bien sûr, on peut ajouter le volet accompagnement au changement professionnel. J'ai vu que vous aviez aussi une formation à la PNL, la programmation neuro-linguistique. Est-ce que dans ce cas de figure précis d'épuisement, c'est utile ou pas? Tout à fait. La PNL, c'est vraiment un outil qui est très précieux. C'est un outil qui est peut-être moins cartésien que les outils de coaching. C'est un outil, on utilise beaucoup le langage, les mots. La formulation, la tournure de phrase. La suggestion par les mots. Parfois aussi la visualisation pour aider la personne à s'immerger dans l'émotion qu'elle veut ressentir. Et par ce biais-là, on va amener la personne à se délester de croyances qui lui posent problème, de peur, d'anxiété, d'angoisse. Et donc, bien évidemment que dans des accompagnements comme cela, c'est extrêmement précieux parce que ça permet de travailler avec une partie plus émotionnelle et inconsciente. Et ça permet peut-être aussi de les aider à trouver la bonne formule face à un manager, parce que parfois on a du bafouillement, on a des hésitations, on n'ose pas dire au manager qu'on est fatigué. J'imagine que dans la formulation, la PNL aide aussi beaucoup. Oui, alors pour la formulation, c'est davantage la communication non violente que je vais mobiliser, à laquelle aussi je suis formée, qui permet justement de pouvoir exprimer son émotion, son besoin, et une demande claire par rapport à son besoin, avec fermeté, assertivité, mais sans agresser l'autre. Souvent, l'émotion provoque la tension ou l'agressivité. On le dit parfois mal. Exactement, et puis des fois, c'est l'autre qui n'est pas prêt à entendre aussi ce qu'on est capable de dire. Et donc, c'est violent, et donc on recommence, et là, c'est là où arrive le conflit. Exactement. Donc, c'est vraiment trouver le juste mot pour être dans la co-construction et dire, voilà, ce que je te dis, le besoin que j'exprime, c'est pas pour t'embêter, c'est pas que je veux plus travailler, c'est que je suis en souffrance. Et donc, pour vous,
entreprise comme pour moi, il y a un terrain d'entente à trouver qui a un rééquilibrage. Donc nécessaire quand vous trouvez en situation d'extrême tension, jusqu'aux crises de larmes, puisqu'on l'évoquait. Là, ce sont des indicateurs où il faut ne pas hésiter à pousser la porte d'un coach ou d'une coach. Merci Amandine Ruas d'être venue nous rendre visite. Vous êtes coach professionnelle et fondatrice de Be Your Best Self. Je l'ai bien dit. Parfaitement. J'ai été parfait sur le titre. Merci et à très très bientôt et bon courage. Smart Philo, restez avec moi une seconde. Smart Philo, c'est notre rubrique. On va recevoir notre invité. La disruption sur la disruption. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On va tout vous expliquer.